On va commencer par quelques petits quiz. Donc, la boîte de chat est ouverte. Donc, vous allez pouvoir, c'est beaucoup de l'interactivité. Donc, vous allez pouvoir, dans la boîte de chat, répondre à chacun des quiz. Et puis, c'est vraiment dans la première partie pour voir un peu l'état actuel de vos connaissances sur la thématique. Et ensuite, on pourra dérouler le sujet. Donc ça, c'est une jeune dame de 19 ans qui vient à l'hôpital parce qu'elle a avalé un objet. Donc une radiographie est faite. Et est-ce que vous voyez quelque chose quelles sont vos hypothèses par rapport à cette anormalité qu'on voit? Ici, on est vraiment très haut. On est dans la région de la tête et du cou. Donc, cette image à gauche, là où il y a mon... Je vais essayer de prendre le... J'espère que je peux utiliser... Ouais, ça va être pratique pendant la présentation. Voilà. Donc, ici, cette image ici, c'est ce qu'on appelle de profil. Donc, la radiographie de profil. Et ici, c'est une radiographie antéro-postérieure. Donc, focalisez votre attention dans cette région-ci et puis dans cette région-ci. Donc, qu'est-ce que vous voyez qui semble anormal? Moi, je dirais que je vois un amas de points. Ça ressemble à la partie en soie de la brosse à dents. Il y Mhm, a mhm, des c'est points. ça, Oui. Donc, exactement. Donc, on voit qu'ils sont agglutinés. Ici, sur cette image, c'est très évident dans le contexte où c'est même un peu, la bosse est positionnée un peu un trois quarts. Quand c'est très latéralisé, on voit juste un alignement. Donc, ça fait comme un trait comme ça, avec tous les points alignés. Donc là, c'est pris un peu en trois quarts. Et parfois, certaines brosses, c'est même plutôt des petits points punctiformes, comme on va le voir. Donc, effectivement, dans le cas présent, c'était une enfant qu'on a dû aller enlever en endoscopie parce qu'elle a ce qu'on appelle un peu, on pourra parler dans son cas de pica aussi puisque c'est une enfant qui vient à chaque fois à l'hôpital. On est rendu à presque 15 endoscopies. Chaque fois, elle vient pour différents objets et cette fois-ci, c'était une brosse. Et là, je vous ai mis ici sur cette... hop là. Je vous ai mis ici. Mais pourquoi ça a fait ça? Peut-être que c'est à cause du stylo. Hum, attends. Je voulais vous montrer la vidéo du retrait, mais c'est bizarre. Pourquoi? Ici, voilà. Donnez-moi une seconde. Je sais pas pourquoi ça. Ah, voilà, c'est ici la vidéo du retrait. Voilà. Donc ici, on est dans la région de la gorge. Et puis, on voit effectivement que très rapidement, juste en dessous de la gorge. Donc, la patiente avait avalé de haut en bas. Donc, c'est-à-dire que on avait plutôt la gorge qui était... Attends, je vais essayer de... C'est bizarre parce que je vais essayer d'enlever ça. Donnez-moi une seconde parce que... Ah, voilà. Parce que j'entends la voix sur ma voix, c'est pas pratique. Voilà. Donc, on est... Je vais avancer un peu. Donc, on est vraiment juste en dessous de la gorge. Et puis, la patiente avait avalé la partie manche en premier. Dans certaines situations, c'est la partie poil qui est en premier. Et là, on voit que la brosse est très haute. Donc, on est vraiment tiers supérieur de l'œsophage. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est prendre un système de lasso qui est l'une de nos outils pour les polypes. Et ce système de lasso, c'est celui qu'on utilise quand vous allez entendre parler des gens qui ont des polypes, etc. Et donc, on va voir comment on l'entoure ici. Et puis, avec ce lasso, on resserre et on arrive à sortir. Le problème, c'est quand on arrive au niveau du pharynx, là, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut ensuite aller chercher à la main parce que la brosse, quand même, faisait 20 centimètres lorsqu'on l'a sortie, comme on le voit ici sur la photo. Donc, très, 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 très longue. Donc, c'est un événement qui n'est pas rare dans la littérature. Il y a quand même une cinquantaine de cas qui sont décrits. Certains cas sont dus à un problème de santé mentale, donc les gens qui avalent tout.
même des fourchettes, des cuillères. D'autres cas, c'est une tentative de vomissement, comme dans le cas de une autre jeune fille qui a aussi eu une brosse dernièrement, c'était des tentatives de vomissement. Et d'autres cas, c'est aussi ce que on appelle des erreurs de jeunesse, parce que on voit beaucoup sur les médias sociaux des influenceurs encourager les jeunes à faire de la désensibilisation du fond de la gorge en brossant, en brossant, en brossant. Et à force de brosser, à un moment donné, c'est le réflexe de déglutition. Et on va le voir aussi au niveau de l'anus. Quand les gens mettent des choses dans l'anus, il y a un réflexe d'aspiration qui fait qu'à un moment donné, ça aspire. Donc, si on enfonce et qu'à un moment donné, le réflexe de vomissement est absent, on peut se retrouver avec un objet qui est avalé. Et ça, c'est un des mécanismes aussi. Alors ça, c'est le cas d'une autre dame qui a aussi avalé. Et j'ai mis cette image parce que là aussi, c'est de la sensibilisation qu'on fait, mais aussi pour aviser nos jeunes confrères ici présents que quand vous demandez une recherche de corps étranger chez un enfant ou un adulte, pensez bien à demander d'enlever tout ce qui est métallique. Là, vous voyez que on a été chanceux, en tout cas, ils ont été chanceux, que les barrettes de soutien-gorge n'étaient pas en projection. Donc, normalement, on ne devrait pas, sur une recherche de corps étranger, avoir autant de... Tout ça, c'est le soutien-gorge. Et donc, mettez un pyjama pour l'intimité de la patiente, mais en radio, il ne faut pas qu'il y ait des trucs métalliques. Donc, on voit ici que cette fois-ci, on est en projection sur une image de latérale et on voit aussi ces petits points-là. Donc, tout ce qui est plastique ne se voit pas. Par contre, vu l'anatomie, on peut imaginer à peu près la localisation que c'est au-dessus du diaphragme pour la tête et puis le bas est ici dans l'estomac. Donc, c'était avalé aussi par la manche dans le cas présent. Maintenant, quelques quiz. Donc, selon vous, est-ce que la pandémie Covid a été associée à une baisse ou à une hausse du nombre de consultations aux urgences pour ingestion? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez écrire dans le chat votre réponse, comme ça va aller plus vite pour tout le monde. Un. Donc, est-ce que c'était une baisse ou une hausse? Plutôt une hausse, hein. La plupart des réponses qui apparaissent, c'est plutôt une hausse, effectivement. Donc, un des facteurs associés à la prise en l'ingestion des corps étrangers, c'est que c'est aussi l'exposition. Et quand les enfants sont à la maison, ils sont exposés à beaucoup des choses et on sait que la grande majorité des ingestions se font à la maison. Et comme les parents aussi étaient en télétravail, parfois n'étaient pas avec le regard constant sur l'enfant. Donc on avait comme ça beaucoup de cas qui étaient liés à une hausse. Donc, on le voit ici, d'ailleurs, ici, dans ce travail qu'on avait fait, dont je vais reparler tout à l'heure. Ça, c'est le nombre de visites aux urgences, tout pathologie confondue dans notre centre hospitalier. Et ça, c'est le nombre de visites pour ingestion de corps étrangers. Et on voit que, alors que le nombre de visites a diminué, on voit que le nombre de corps étrangers a augmenté. Donc, c'est quand même quelque chose qui est un des facteurs, comme on va le voir. Ensuite, deuxième quiz, de quoi s'agit-il? Donc, ça, c'est un enfant de 2 ans. Et les parents l'amènent parce qu'il a ingéré un objet et on tombe sur cette image. Selon vous, qu'est-ce que ça peut bien être? Mhm. Donc, déjà, la description de l'image, c'est une image qui est arrondie, donc qui est tonalité métallique. Euh, de quoi s'agit-il? Alors, je vois dans le chat la plupart des réponses. Donc, effectivement, c'est pas une pièce de monnaie. Donc, ça, c'est le piège justement de ce qu'on voit avec les objets arrondis. C'est que la pièce de monnaie peut être confondue avec la pile. Et on voit ici effectivement qu'une des caractéristiques qu'on observe dans les piles, c'est le côté double contour. Là, si je reprends mon surligneur, vous allez voir que là, on a un premier contour qui est le contour extérieur.
puis un deuxième contour qui est le contour intérieur. Donc ça fait comme un petit cerceau autour. Et lorsqu'on est sur la radio de profil, on voit qu'une des faces est plus arrondie que l'autre face. Donc les deux faces ne sont pas biconvexes. Donc on a une face plate et une face convexe. Donc ça, c'est une des caractéristiques de ça. Et si on met maintenant en parallèle avec la pièce de monnaie, vous voyez, c'est complètement arrondi, alors qu'ici, il y a un relief. Alors ça, c'est des aspects généralistes. Après, les pièces de monnaie peuvent varier d'un pays à l'autre, mais la plupart du temps, les pièces de monnaie n'ont pas ce contour-là. Euh, là, c'est la même image. On voit le côté plat et le côté biconvexe. Donc, où est-ce qu'on se trouve? On est bien dans l'œsophage, puisque la trachée est là, très, très ligne claire, et l'œsophage qui est la lumière virtuelle est en arrière. Donc, ça, c'est très facile. Donc, la question maintenant, quel spécialiste allez-vous appeler pour le retrait de ce corps étranger? Est-ce que c'est le gastropédiatre, le gastroentérologue, l'ORL, le chirurgien pédiatre, ou bien vous donnez votre langue au chat, en sachant que l'enfant a 2 ans et que la localisation, selon vous, c'est quelle partie de l'œsophage? Donc, ici, si on dessine, ça c'est la trachée. Si je dessine l'œsophage, je le dessine comme ça. Hop là, je vais même faire une. Il faut que l'œsophage, après. On a l'estomac ici. Donc, si on est à cet endroit, c'est qu'on est très haut situé, donc on est plutôt dans le tiers supérieur de l'œsophage. Donc, dans le tiers supérieur, souvent, ça dépend des centres, souvent c'est les ORL qui vont aller chercher parce que c'est souvent très simple pour eux avec un endoscope rigide. Mais actuellement, on s'est rendu compte que c'est toujours mieux d'aller ensemble parce que souvent, même après avoir enlevé, il faut voir l'état de la muqueuse. Et régulièrement, on trouve des lésions, même si ça ne fait que 2, 3 heures. Donc, c'est l'une des urgences absolues, les piles-boutons, où il faut pas traîner pour le retrait parce que le risque, c'est perforation. On a eu en 2023 presque une trentaine de cas par année de corps étrangers pile-bouton comme ça, et certains cas qui étaient assez sévères. Donc, la réponse c'est A et B, A et C, parce que en général, les adultes n'aiment pas trop. Les adultes n'aiment pas trop. Ah, c'est moi qui sonne, c'est bizarre. Attendez voir. Non, c'est pas moi. En général, les adultes n'aiment pas trop, les gastro-entérologues adultes n'aiment pas trop faire des examens comme ça à des jeunes enfants, 2 ans. C'est souvent les gastro-pédiatres qui y vont. Donc, dans le cas présent, on va, on enlève et on regarde. Donc, maintenant, la question, c'est si on s'est rendu compte que l'enfant a avalé le corps étranger, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Est-ce qu'on lui donne du jus de pomme? Mettons que vous êtes à la maison et que vous voyez que il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Attendez, je vais essayer de voir. Voilà. Donc, si vous êtes à la maison et vous vous rendez compte que l'enfant a avalé et qu'il a plus de dans le cas présent, il avait 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut lui donner pour minimiser les risques? Alors, quelqu'un a écrit rien du tout, NPO, miel. Oui, c'est ça. Donc, c'est Christelle. Donc, le miel, c'est l'une des choses qui pourrait diminuer la sévérité, surtout si on a vu. Si on n'est pas sûr de l'heure, on évite de donner parce que passé un certain nombre d'heures, il y a un risque de perforation élevé. Donc, il y a des études qui sont faites surtout sur des échantillons animaux qui montrent qu'avec le miel, ça protège un peu. C'est vrai que le miel a une action un peu cicatrisante, etc. Mais il faut quand même aller à l'hôpital. Donc, c'est pendant le trajet qu'on va donner. Je vais vous dire à la fin de la présentation quelle quantité donner. Alors, une jeune fille de 13 ans consulte, donc ça c'est quand je travaillais encore à Paris, elle arrive en garde, c'était un soir, parce qu'elle a avalé un objet. Bon, elle nous a dit à nous ce qu'elle a avalé, mais moi pour vous, je vous demande selon vous, qu'est-ce que c'est comme objet? Donc c'est une enfant de 13 ans, elle n'a pas de problème de santé mentale, c'est pas une enfant qui a un comportement de pica. Qu'est-ce qu'elle a comme objet dans son
L'œsophage, puisque là, on n'est pas dans la trachée. Elle n'avait pas du tout de signe respiratoire, mais ça, c'est dans l'œsophage. Donc, donc, à gauche, c'est la trachée et l'œsophage en arrière. Donc, au bout de combien de temps on ne donne pas de miel? On va en reparler tout à l'heure à la fin de la présentation. Je vais y revenir dessus. Donc, ça ressemblerait à une trombone, mais c'est pas une trombone. En fait, c'est un enfant qui avait une prothèse dentaire qui s'est cassée, malheureusement. C'est rare, hein, comme événement. Donc, les accidents comme ça, c'est quand même rare. Et la prothèse qui a été avalée, c'est cette partie. Et donc, vous voyez ce circuit un peu métallique là, si je reviens en arrière, on voit ici que c'est ce côté-là. Donc, quand ça s'est cassé, elle a fait un mouvement. C'est pour vous parler l'importance de ce mouvement de déglutition. C'est aussi par ce biais-là qu'on sensibilise les gens que si vous avez, mettons, des gens qui ont cette fâcheuse habitude de mettre des trombones à la bouche ou bien de mettre un objet à la bouche, ou même les couturières, quand elles font la couture, elles mettent souvent l'aiguille à la bouche. Il y a parfois un mouvement de déglutition. Si, mettons, vous entendez un bruit, vous sursautez. Donc, elle, quand ça s'est cassé, forcément, elle a paniqué un peu et puis elle a avalé. Donc, on est allé retirer ça et puis tout s'est bien passé. Alors, cette adolescente de 17 ans qui allait bien, vient parce qu'elle a avalé un objet. Et donc, sur la radiographie, on voit plusieurs choses. Selon vous, combien de corps étrangers elle a avalé? Mhm. Alors, combien de corps étrangers vous pensez que cette adolescente a avalé? Mhm. Alors, certains ont dit 3, certains ont dit 1, et les autres, selon vous, combien? 5. En fait, en réalité, il y a un seul objet avalé. Donc ici, ça c'est un piercing à l'ombilic. Là aussi, si vous allez avec une patiente chercher des corps étrangers, enlevez les piercings parce que imaginez que cet objet était derrière, on n'aurait pas pu bien voir. Donc, dégrafer les trucs avec du métal, ça c'est un vêtement. Aussi ici, ça c'est le bouton d'un vêtement. Et ça c'est un sous-vêtement. Bon, c'est quand même rare chez les adolescents de 17 ans, mais c'est un sous-vêtement avec du métal. Donc, elle avait avalé uniquement cet objet-ci. Donc, on s'était quand même cassé la tête devant cette radiographie. Donc, c'est pour vous dire que quand vous prescrivez une radiographie pour recherche de corps étrangers, c'est aussi important de bien insister à celui qui va accompagner la patiente de bien enlever toutes les choses métalliques. Donc, c'était uniquement cet objet qu'elle avait avalé ici. Ça, c'est une vue un peu de près. Donc ça c'est bon. Quelle est la longueur de ce corps étranger? C'est celui-ci, voilà. Quelle est la longueur de ce corps étranger? Donc ça c'est un enfant de 7 ans qui avalait un clou. Et lorsqu'il arrive, le clou est à cet endroit-ci. Donc, souvent sur les radiographies, ça peut paraître très très long quand on regarde en termes de distance. Et on a des façons d'estimer la longueur par rapport à, par exemple, des échelles qu'on a sur les radiographies. Et dans le cas présent, c'était quand même assez long, 6,5, 6 centimètres et demi. Donc, et là, on voit qu'on est déjà dans le côlon. Si vous regardez bien, ici, c'est le côlon qui est là comme ça. Donc, ça passe par ici, ça descend comme ça. Donc, c'est quand même un très long objet qui a réussi à traverser sans perforation, heureusement. Et quand c'est déjà dans le côlon comme ça, on peut aller avec une coloscopie mais dans le cas présent, je pense qu'on lui avait fait des préparations de lavement pour la coloscopie et puis c'est sorti tout seul, ça a fait sortir. Donc, finalement, on n'a pas eu besoin d'aller chercher en coloscopie. Alors, donne-moi une seconde, je vais te mettre les retardataires ici. Voilà. Alors, donc, alors qu'il était occupé à jouer à la PlayStation, cet adolescent de 15 ans a avalé par inadvertance un objet. Et lorsqu'il arrive, on fait la radiographie, on tombe sur cet objet. Donc, sur une vue de face, on voit que l'objet est cylindrique avec des petits bords crénelés. Et sur une vue de profil, on voit qu'il y a deux choses qui nous frappent. Un côté où c'est très blanc,
quand c'est blanc, ça veut dire que c'est très métallique. Un côté où c'est très blanc, un côté où c'est très blanc, mais un côté où c'est plutôt pas très visible. Donc, ça vous donne déjà des indices sur la nature de cet objet. De quoi s'agit-il? Alors, capsule. Bravo, vous êtes bon, hein. On a des champions là aujourd'hui. Donc, c'est une capsule de bouteille de Coca-Cola que cet adolescent, on le voit de près, comme c'est crénelé comme ça, là, tic, 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 tic. Et comme il était occupé à jouer, il a versé, il a décapsulé, il a versé, et c'est tombé dans son verre, et puis il était vraiment en panique quand on l'a reçu. Puis on est allé enlever ça, et puis tout s'est bien passé après. Donc voilà, c'était ça. Donc on lui a dit, en plus de ne plus boire du Coca-Cola, c'est deux conseils en un. Et de ne pas boire quand on joue, d'être concentré. Ensuite, quiz numéro 7, que faire? Donc voici un patient de 5 ans qui vient avec ce clou ici. Et puis un autre ici, le clou est là. Donc, dans le cas présent, il faut aller chercher rapidement parce qu'il y a un risque majeur de perforation de l'œsophage. Dans ce cas, comme on l'a vu dans le cas précédent, on peut aller chercher en coloscopie parce que le risque de perforation du côlon est quand même présent. Et donc, le fait de faire la coloscopie, on fait des lavages. Parce qu'on ne peut pas faire une coloscopie quand il y a du caca, il faut faire des lavements. Et donc, dans ce cas-là, parfois, c'est un peu difficile donc d'être sûr que ça soit bien nettoyé. Donc, si on ne fait pas de lavement, on va se retrouver avec des sels et puis le corps étranger peut être mélangé au sel, etc. Donc c'est un point important pour ça. Donc, on a fait le lavement et c'est sorti tout seul. Question numéro 7 ou 8, je crois qu'on est rendu 8. Donc, c'est un enfant de 3 ans qui vient aux urgences et il y a des maux de ventre, des vomissements et on lui fait une radiographie. Et voici ce qu'on trouve. Selon vous, qu'est-ce que ça peut bien être à cet enfant? Que pensez-vous que cet enfant a? Alors, donc Tatiana et Fatima, oui, ce sont des billes, effectivement. Donc, ce sont les Orbeez. Donc, là aussi, c'est quelque chose qu'on sensibilise les familles sur l'importance de ne pas disposer de ce type d'objets dans les maisons. Parce que vous avez la possibilité que les enfants avalent ça. Et c'est vraiment très, très, très dangereux. Le problème avec ça, c'est que lorsque on les a en main, c'est tout petit. Mais lorsqu'on gonfle avec l'eau, ça prend de l'ampleur et puis ça devient nombreux comme ça. Et ça peut donner un tableau d'occlusion. Donc c'est vraiment très, très important. Donc, c'est des fois mis dans les fleurs et parfois utilisé pour faire des jeux d'eau, etc. Donc, il y a plusieurs cas dans la littérature qui sont rapportés. Et puis, donc, c'est vraiment important. Question. Donc, c'est un bébé prématuré qui est en néonat et qui est un peu inconfortable. Il a une radiographie et on tombe sur cette image. De quoi s'agit-il? Alors, est-ce qu'il y a des candidats fécalum? Non, c'est pas un fécalum. Le bord supérieur est trop arrondi pour un fécalum. Donc, donc le bord supérieur, c'est pas un fécalum. C'est trop arrondi. Donc, de quoi s'agit-il? Non, c'est pas une balle.
De quoi s'agit-il? En fait, c'est un globe vésical. Donc, c'est un bébé qui est, comme vous le voyez, très mal en point, parce qu'il a une reine thoracique, il a un tube nasogastrique dans l'estomac, il y a des capteurs. Et ici, on voit que c'est la vessie qui est tellement remplie. Donc, ce genre de patients, souvent, à cause des médicaments, doivent avoir une sonde urinaire pour éviter le globe vésical. Et donc, c'est pour ça que ça ressemble à cette image-là. Donc, le but de l'atelier d'aujourd'hui, c'est sensibiliser donc, sur les risques liés au corps étranger, parce que comme médecin, on en voit tellement défiler chaque année. Je vais vous donner des statistiques tout à l'heure. Et comme parents ou proches de parents, parfois, ça peut sembler être un problème lointain, mais on sait que c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent et pour lequel la prévention reste essentielle. Donc, c'est un peu ça la philosophie de cet atelier. On va parler de ces corps étrangers qui sont ingérés, mais aussi ceux qui sont par d'autres orifices du corps humain. Donc, de quoi on parle? L'épidémiologie, signes cliniques, complications, les dangers, traitement et prévention. Alors, les différentes voies d'entrée qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il y a la voie orale, donc les objets courants du quotidien et certains objets un peu plus dangereux par leur caractère, soit la longueur, soit le côté pointu tranchant. Il y a la voie vaginale, surtout chez les jeunes filles et fillettes qui peuvent mettre des objets dans le vagin. La voie urinaire, c'est un peu plus rare, mais parfois ça peut arriver. La voie nasale, là aussi, les enfants, garçons ou filles, souvent on va voir, ils vont mettre des objets dans le nez ou dans les oreilles aussi. Et puis finalement, la voie rectale, qui est aussi une voie qui est possible. Alors, donc, la plupart du temps, lorsque les patients vont avoir des objets dans le corps, ils vont être asymptomatiques. C'est vraiment le signe le plus fréquent, c'est qu'il n'y a pas de symptômes. Mais quelquefois, il peut y avoir des symptômes et les symptômes qu'on voit changent selon le type d'objet. Donc, si on a un objet qui est dans le système digestif, le principal symptôme, c'est les maux de ventre. Après, il y a les vomissements, il y a les problèmes de hypersalivation, surtout dans l'œsophage, des reflux alimentaires. On a des patients qui, surtout ceux qui ne sont pas verbaux, peuvent se présenter pour des reflux alimentaires. Un enfant qui mange bien habituellement, qui, mettons, il a 5 ans, 6 ans, il ne veut plus manger. Ce sont des choses qui nous poussent souvent à faire une radiographie et c'est pas rare qu'on tombe sur des corps étrangers au niveau ORL, au niveau œsophagien et puis ensuite, au niveau rectal, donc c'est les inconforts, inflammations, saignements. Au niveau respiratoire, c'est la toux, difficulté respiratoire, changement de coloration avec de la détresse respiratoire. Au niveau vaginal, infection, écoulement, inflammation. Et puis pour les oreilles, c'est surtout les douleurs ou les infections à répétition. Donc, si on commence par le système digestif, donc les objets ingérés, lorsque les enfants le font, on va les retrouver à différentes parties du système digestif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anatomie et la physiologie impactent beaucoup la progression de ces objets et la préoccupation des soignants. Donc, il y a des zones comme ça qui sont des zones de fragilité. Si on regarde la première zone de fragilité, c'est le carrefour entre la gorge et l'œsophage. Donc, il y a un espace où le passage peut être un peu délicat. Deuxième zone de fragilité, c'est ici, entre l'œsophage et l'estomac. Troisième zone de fragilité, c'est au niveau du pylore. Ensuite, quatrième zone, c'est au niveau de ce qu'on appelle la valvule iléocécale. Et l'autre chose qui est une préoccupation, c'est au niveau de l'intestin grêle, parce que l'intestin grêle est vraiment replié comme ça. Donc, un objet très long peut se retrouver à faire une perforation. Un objet aimanté peut se retrouver à faire un système d'occlusion. Donc, imaginez un enfant avale deux aimants. Donc, le premier aimant se retrouve ici. Le deuxième est pressé, se retrouve ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les deux aimants vont s'attirer et ça va se coller. Donc, cette partie de l'intestin va faire une occlusion.
On va voir un cas qu'on a eu dernièrement qui a eu une grosse occlusion, qui a dû être opéré. On a enlevé une bonne partie de son intestin grêle. Donc, c'est quelque chose effectivement qui est important, l'anatomie dans les mécanismes de corps étrangers. Alors, quelle est l'épidémiologie? Donc, c'est très fréquent, comme on le voit ici. Donc, si on regarde les tendances et les statistiques, en 2020, ce sont les données aux États-Unis. Donc, 87 603 cas. Je ne sais pas si vous imaginez autant de cas dans une année donnée. Et parmi eux, 71 000 étaient des enfants de moins de 5 ans. Et puis, 10 000 des piles-boutons. C'est impressionnant, hein. Je ne sais pas si pour vous ça vous choque, mais chaque fois que je vois ces statistiques, c'est vraiment impressionnant. Et on voit que l'ingestion ne fait qu'augmenter puisqu'on est passé de 22 000 à 42 000 et ensuite à 87 000. Et puis après la pandémie, ça a encore augmenté. Donc c'est des données qui sont très fréquentes. Et puis, l'augmentation des piles-boutons et des aimants a là aussi augmenté. Donc, si on regarde pour 100 000 enfants, on passe de 0,4 à 3,7, donc une augmentation importante. Et pour les piles, de 6 à 15, donc là aussi une augmentation importante. Donc, c'est très, très fréquent aussi. Donc, la plupart des enfants sont des enfants jeunes, moins de 6 ans, mais on voit quand même des plus de 6 ans avec des corps étrangers parfois un peu différents de ceux des plus jeunes. Donc, on a fait une étude avec des étudiants du laboratoire pour voir justement l'impact de la pandémie en partant du postulat que plusieurs enfants ingèrent les corps étrangers à la maison. Et on voit que avec la pandémie, le fait qu'il y avait des limitations des mesures pour aller à l'extérieur, donc les gens passaient beaucoup plus de temps à la maison. Donc, on a fait cette étude pour comparer l'incidence et aussi la nature des objets pour voir un peu comment on pourrait aussi agir sur la prévention de certains risques spécifiques. Donc, tous les enfants qui ont été vus au CHU Sainte-Justine entre 2018, mars 2018 et mars 2021, qui avaient une ingestion de corps étrangers. Donc, l'objectif, premièrement, c'était de voir les changements d'incidence. Et puis, l'objectif secondaire, c'est de voir si on avait plus de cas de sévérité. Donc, au total, sur cette période qui est finalement 2018, 2019, 2020, ça fait 3 ans, on a 609 patients et 613 visites. Ça veut dire qu'il y a des récidivistes. Donc, pour la première période de la première année, mars 2018, février 2019, 187. Donc, à peu près 200 cas par an. Et la dernière période, 239. Donc, c'est quand même important aussi. Donc, on a exclu tout ce qui était, par exemple, les corps étrangers alimentaires, les produits caustiques et quelques autres exclusions. Et donc, ça, c'est la première chose dont je vous parlais, l'augmentation du nombre de cas par rapport au nombre de visites aux urgences, qui a presque doublé. Et puis, cette augmentation par mois, on voit le nombre de cas par mois, donc ça représentait autour de 20 cas par mois en médiane, comme ça, donc 20 cas par mois. Donc, ça veut dire à peu près un cas, un peu plus d'un cas tous les 2 jours. Et certains cas, heureusement, n'ont pas besoin d'être hospitalisés. On va le voir tout à l'heure, quelles sont les complications, par exemple. Donc, qui sont ces gourmands? Donc, un peu plus les garçons que les filles, mais bon, très, très légèrement, 54% versus 46%. Et puis, il y a des récidivistes, quand même, 18 patients, 3% avaient un antécédent d'ingestion d'un corps étranger. Et les âges, très intéressant cette figure parce qu'on voit que la médiane, c'est 3 ans et demi. Et puis, très, très rare cas au-dessus de 10 ans, ça reste vraiment des valeurs extrêmes. Donc, la plupart des enfants qui ont ingéré avaient moins de 5 6 ans. Donc, c'est vraiment la fourchette à risque, on va dire, en termes de sensibilisation. Ensuite, alors, où est-ce qu'ils avalaient? Donc, la plupart du temps, c'était à la maison. Donc, encore plus marquant pendant la pandémie, mais vraiment, c'était à la maison. Et très peu de cas, il y a des témoins. Alors, c'est ça une des choses pour lesquelles
on est aussi préoccupé parce que la plupart de ces ingestions se font en l'absence de témoins et c'est souvent les signes cliniques qui poussent les parents à consulter. Maintenant, on va entrer dans le chapitre de quoi, qu'est-ce qu'ils avalent. Donc, il y a, comme vous le voyez, un peu de tout. Donc, le plus fréquent, ce sont les pièces de monnaie, donc l'argent. Après, il y a les billes, il y a les aimants, surtout les aimants puissants faits de terres rares. On va le voir tout à l'heure. Les batteries, les piles-boutons, les bijoux. Donc, ce que vous mettez sur le corps des enfants, ils avalent. Souvent, on dit de ne pas mettre des bijoux aux enfants, surtout parce que souvent, ils vont mettre les barrettes sur la tête, ils prennent les avals, et ils mettent les chaînes, ils prennent les avals. Et puis après, il y a un florilège d'autres corps étrangers qu'on voit apparaître. Donc, quelques cas de multiples ingestions. Parfois, les enfants qui arrivent, ils ont déjà avalé. On avait un enfant qui a avalé un chargeur de téléphone avec une clé USB, quelque chose comme ça, ou un câble du chargeur avec une clé USB. Donc, parfois, ils avalent deux, trois objets en même temps. On va le voir sur les images. Alors ici, par exemple, c'est le duo, le combo mécanique, le combo quincaillerie, clou et vis. Donc, il a avalé les deux. Et puis, on voit ici, par rapport à l'évolution au fil de la pandémie, que certains objets comme les pièces de monnaie ont un peu diminué parce que avec le confinement, on avait moins de cash, d'argent liquide. Donc, on payait tout par carte bleue. Il y avait moins de cash qui circulait. Les piles boutons ont augmenté un petit peu, mais pas de façon majeure. Euh, Ici, on voit, est-ce que l'âge est lié au type d'ingestion? Effectivement, il y a une différence. Par exemple, les aimants, c'est les enfants qui sont autour de 5 ans parce que c'est ce que souvent ils prennent pour s'amuser avec, alors que les piles-boutons, c'est plutôt les plus jeunes ici, comme vous le voyez. Donc l'âge influence aussi un peu la nature du corps étranger ingéré. Et ici, ça c'est aussi avant ou après la pandémie. Et on voyait qu'il y a des petits changements. Par exemple, pour les aimants, il y avait beaucoup plus parce qu'ils passent du temps à s'amuser aussi à la maison avec cette période-là. Donc, qui est à risque? Donc, il y a deux grandes catégories de risques. Il y a premièrement l'âge, puisqu'on l'a vu. Donc, c'est vraiment une catégorie importante. Et puis, les enfants avec des problèmes neurologiques qui ont des difficultés à percevoir un danger ou un risque. Et donc, c'est des catégories fréquentes. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les enfants qui ont des PICA, enfants ou adultes qui ont des PICA. Et puis après, il y a toute la question de la surveillance, donc, ou la négligence, si on laisse traîner des piles-boutons sur la table, ou bien on laisse traîner certains objets dangereux, les enfants peuvent être tentés de prendre mettre à la bouche. Donc l'importance du tissu familial, la structure familiale, et puis tout ça aussi en lien avec le niveau socio-économique en termes de possibilité de faire surveiller l'enfant quand on est occupé. Donc, ce sont des risques importants. Et donc, si on regarde maintenant les symptômes, donc le point crucial à comprendre ici, c'est que la grande majorité est asymptomatique. Et quelques-uns, dans notre étude, avaient des maux de ventre, donc 21%. Après, il y avait des vomissements, donc ça, c'est aussi un symptôme de la toux, dysphagie, difficulté à déglutir, et puis hypersalivation avec des enfants qui bavaient beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est un des symptômes cliniques, parce que le corps étranger, ça crée un inconfort, et puis il salive beaucoup. Donc ça, c'est important. Donc, la plupart du temps, alors avant de parler de complications, je veux vraiment dire que la grande majorité des cas, la plupart du temps, les choses se passent bien et de, il y a pas de risque. Les choses se passent bien, le corps étranger sort tout seul. Il est même possible que plusieurs enfants dont on n'a même pas connaissance de l'existence aient avalé et même les parents n'ont pas su et que c'est sorti dans les selles et puis c'est passé inaperçu. Ça, c'est la grande majorité. Mais malheureusement, il y a une grande proportion aussi de cas où il y a des complications. Et comme on le voit ici, les complications peuvent être digestives en termes mécaniques. Donc, on peut avoir des occlusions, perforations, hémorragies,
On peut avoir des complications toxiques. Mettons, le produit qui a été avalé va créer une intoxication ou des brûlures. On peut avoir des complications infectieuses. Il y a une perforation, des bactéries qui passent dans des endroits qui étaient censés être stériles. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Ce qui arrive, par exemple, au niveau du thorax, c'est la médiastinite. Donc quand un corps étranger fait une perforation de l'œsophage, les bactéries passent dans le médiastin, ça peut être très, très grave, ça peut conduire à un décès. On peut avoir des complications de péritonite lorsque c'est dans l'abdomen. Et puis à long terme, on peut avoir ce qu'on appelle les sténoses, troubles de la motricité. Donc, parce que les corps étrangers ont changé un peu l'anatomie locale. Nous, dans notre étude, par exemple, on avait 4% de complications et ça n'a pas beaucoup changé avec la pandémie, donc 4% avant, 4,6% après. Et comme on le voit ici, c'est des ulcères dans l'estomac liés à la présence de piles boutons. Et les endoscopies étaient faites dans 20% des cas parce que soit le corps étranger avait déjà passé, soit c'était quelque chose qui n'était pas dangereux. On n'enlève pas tout. C'est pas tout ce que les enfants avalent qu'on va aller chercher. Il y a des choses qu'on laisse passer. Quand même, ça a un coût pour la société, comme vous le voyez, 20%, un cinquième hospitalisé. Et puis, ceux qui n'ont pas été hospitalisés, qui ont eu une endoscopie, passent en hospitalisation de journée et ensuite rentrent chez eux. Donc, il y a quand même un coût pour la société, donc c'est important. Oups là. Et donc, ça, c'est maintenant. On va parler des différentes catégories d'objets avalés et on va voir un florilège d'objets parfois inattendus. La première chose, c'est le cannabis. Donc, les enfants, maintenant qu'on a, surtout au Canada, donné accès à du cannabis, ils disent en anglais edible, donc tu peux utiliser dans la cuisson de certains aliments. Donc, les enfants peuvent se retrouver à manger des gâteaux, des cookies au cannabis. Donc, il y a un article qui est très intéressant, publié en 2022, qui montrait l'augmentation fulgurante dans les provinces où on a ce cannabis légalisé par voie alimentaire. Vous voyez ici Alberta, Colombie-Britannique, Ontario. C'est vraiment énorme. Donc ici, on a les ratios d'incidence au fil du temps. Donc là aussi, les fumeurs de cannabis, faites attention si vous laissez traîner. Donc les médicaments, là aussi, c'est une autre chose qu'on observe régulièrement. Donc pensez à ces médicaments que les enfants peuvent prendre à tort pour des M&M's, puisqu'ils sont colorés, c'est très beau. Les produits caustiques, on le répète et on le dira jamais assez, donc ne jamais mettre dans des bouteilles d'eau minérale ou des contenants comme un reste de bouteille que l'enfant va penser que c'est une boisson parce que ça peut être très dangereux. On a des enfants qui ont eu tout un œsophage brûlé et ça crée des sténoses terribles, donc c'est vraiment important. Ici, je vais vous montrer la vidéo d'une sténose, j'espère que ça va marcher, où on est allé en dilatation, parce que au fil du temps, quand la muqueuse guérit, ça fait comme un rétrécissement. Et là, on est en train de faire la dilatation avec un ballon. Donc, le principe de la dilatation, c'est qu'on passe une sonde et puis à travers la sonde, on fait monter un ballon et le ballon est rempli avec de l'eau. Et ce remplissage-là va distendre au fur et à mesure l'épaisseur de la paroi et faire en sorte que ça, ça puisse, euh, euh, ça puisse permettre de laisser passer les aliments, etc. Donc là, on est en train de gonfler, on est en train de gonfler, ouais, c'est en train de gonfler. Je vais avancer, comme ça vous allez voir. Oups, j'arrête ça pour avancer. Comment on fait ça? Attends, si je fais comme ça, voilà. Avancer. Ah, voilà. Vous voyez là, le ballon est gonflé. Et donc, et quand on touche, c'est comme du verre, c'est tellement dur.
parce que la pression atmosphérique, c'est une histoire de physique. Donc, la pression qui est dans le ballon est tellement importante que ça écarte les tissus et puis ça permet de, de- d'ouvrir. Et puis à la fin, on a un passage qui se fait. Je pense qu'à la fin, on va voir, voilà, on arrive à, vous voyez, par rapport aux petits points punctiformes, là, on arrive à avoir un passage. Donc, c'est quelque chose qui se fait pour les adrésies de l'œsophage où il y a des sténoses ou bien pour les corps étrangers comme les caustiques ou même parfois les piles-boutons après le retrait par une sténose. Donc, hop là. Donc, quand les enfants avalent les objets, ils se retrouvent à différents endroits. Donc, ça peut être lors de la première endoscopie dans l'œsophage, l'estomac, le duodénum, le côlon. Donc, ici, je vais vous montrer, lorsqu'ils arrivent aux urgences, la majorité, c'est dans l'œsophage, mais quand même une proportion qui a déjà passé. Donc, on essaie d'aller rapidement, le plus rapidement possible. En général, pour les piles-boutons, il faut vraiment y aller dans les 2 heures maximum parce que les dégâts peuvent déjà être présents. Quand c'est dans l'estomac, ça dépend de la longueur et aussi de la nature. Donc, je vais vous montrer donc maintenant les piles-boutons. Ici, on a vu la différence. Maintenant, vous maîtrisez entre une pièce et une pile, ce côté double contour. Vous voyez le profil, ce que je disais tout à l'heure, hein, la pièce est biconvexe. Et puis, la pile est convexe et plate derrière, comme ça. Donc, ça, c'est une autre pile qui est cette fois dans le cardia. Donc, c'est une des zones dont je vous parlais là, que c'est une zone où, à cause de l'anatomie, c'est tellement petit, le passage, que la pièce est tellement grosse que ça reste coincé. Donc là, ici, on a l'estomac qui vient comme ça. Et puis, donc, la pièce reste coincée dans le cardia. Donc là, on va aller chercher en endoscopie. Et ici, c'est les images d'endoscopie où on voit que la pile commence à faire des dégâts. Et c'est des patients qui, certains, sont présentés 2 jours, 3 jours après parce qu'il n'avait personne, il n'y avait pas de témoin. Et puis, on voit effectivement que ça donne des nécroses. Donc ici, ça, c'est les lésions après le retrait. C'est très intense. Là, c'est dans l'estomac, encore dans l'estomac. Donc, il y a d'autres piles de tailles différentes. Ici, ça, c'est une taille plus petite. Donc, plus la taille est grande en termes de diamètre, plus le risque est élevé. Parce que les grandes tailles de piles boutons, ça dégage beaucoup plus de courant. Donc, dans les complications, à part les ulcères, les sténoses, on a le risque d'hémorragie. Et une des situations cataclysmiques, c'est quand la la brûlure fait en sorte que ça touche un vaisseau. Et ici, on a dans cet article, ici, une fistule entre l'aorte et l'œsophage. Donc, une hémorragie qu'on voit ici sur l'image qui peut être dramatique parce que imaginez la pression artérielle dans l'œsophage comme c'est intense. Donc, quand ça saigne à ce niveau-là, c'est très, très grave. Donc, ça finit en chirurgie simplement parce que c'est très grave. Maintenant, après les piles, on a tout ce qui est quincaillerie, clous, vis, métal. Donc là, un petit florilège. Donc, ce sont des objets que vous avez à la maison, par exemple, où on ne pouvez même pas imaginer qu'un enfant va attraper sa maître dans la bouche. Et vous voyez, donc, ranger la caisse à outils, parce que c'est quelque chose qui peut être tentant de mettre à la bouche juste pour s'amuser. Là aussi, un anneau. Cet enfant avait même pas 1 an et demi hein, ou 2 ans. Donc, très, très gros coincé dans l'œsophage. On se dit, qu'est-ce qu'il va chercher avec ça dans sa bouche? C'est impressionnant. Un ressort, les ressorts de pince à linge. Là. Donc, là aussi, une vis, un clou, une vis, un gros anneau. Regardez la taille du thorax, le médiastin. L'anneau est tellement gros, on se demande comment ça a fait pour passer. Vous voyez très bien, cette image est très caractéristique pour montrer la différence entre la trachée avec sa lumière bien nette et l'œsophage qui est aussi avec une lumière, mais une lumière virtuelle, puisque quand on ne gonfle pas l'œsophage, on ne voit pas la lumière de l'œsophage. C'est quand on fait l'endoscopie, on insuffle de l'air, on peut voir.
Et ici, on voit que cet objet était bien dans l'œsophage qui est en arrière de la trachée. Encore un autre truc métallique, les doubles clous, double vis. Encore des combos, il y a différents types de combos. Là aussi, encore des vis. Ici, une grosse vis de 6 cm chez un enfant de 8 ans. Un anneau, donc ils sont assez inventifs, un morceau de métal. Ensuite, les pics, ah non, les picas, c'est plus loin, je vais en parler tout à l'heure. Donc, les bijoux. Maintenant, les bijoux, il y a plusieurs types de bijoux que les enfants avalent. Donc, souvent, c'est les bijoux qui sont mis sur les cheveux, juste pour tenir comme ça. Et un des exemples typiques, c'est ce genre de barrette. Donc, il y a deux types de barrettes. Il y a celle-ci, il y a celle qui s'éclipse un peu comme ça, qu'on plie et qui s'éclipse. Donc, quand on met ça, les enfants, ils prennent, ils avalent. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est les deux types. Donc, ça, c'est important de savoir que ça peut être avalé. Ici, c'était une chaîne. Ici, un pendentif. Là aussi, il met son pendentif à la bouche et puis après, il avale. Là, ici, on voit encore que c'est derrière donc l'œsophage. Et cette image est aussi intéressante parce que c'est une image qui traduit justement comment est-ce que on fait l'échographie transœsophagienne. Puisque lorsqu'on met la sonde d'échographie, on voit qu'on arrive à visualiser le cœur. Question de Xavier. Vas-y, à toi le micro, Xavier. Comment décidez-vous quand est-ce qu'il faut retirer les objets versus les laisser passer? Justement, ça, c'est une des choses qu'on va discuter. Parce que pour retirer, ça dépend de la nature et ça dépend de la localisation. Donc, la nature qui nous pousse à retirer, c'est pointu, tranchant, caustique ou toxique, longueur. Pointu, tranchant, caustique, toxique, longueur. Au-delà de 5 cm, ça commence à être très loin. Donc, c'est ça un peu les éléments. Si tu as une longueur de 5 cm dans le grêle, tu ne peux rien faire. Tu vas juste être dans l'attente. Tu vas juste espérer que ça passe. Mais si c'est 5 cm encore dans l'estomac ou dans l'œsophage, tu vas vouloir aller. Ici, le côté tranchant, puisque c'est des barrettes quand même un peu, même si c'est pas comme un couteau, c'est quand même tranchant. On va être amené à les enlever. Parfois, ils peuvent être fermés, parfois, ils peuvent être ouverts. Donc, on voit bien le côté ouvert de la barrette. Encore d'autres images ici. Voilà une barrette qui s'est même cassée. Donc, je ne sais pas si ça s'est cassé après qu'il ait avalé ou avant, mais voilà. Donc, ensuite, il y a la bureautique, tous les objets de bureau, les agrafes, les trombones, les punaises, qui peuvent être des objets banaux. Donc là, c'est une agrafe ici, comme vous voyez là, comme ça. Et les pièces de monnaie, donc ça, c'est un tableau d'équivalence pour le Canada, mais ça change d'un pays à l'autre. Donc la taille des pièces varie. Ici, dans l'œsophage, très ici derrière, juste derrière le cœur, on voit la pièce de monnaie. Ça, c'est les situations idéales pour le retrait parce qu'on est face à la pièce et dans l'œsophage, on va venir avec une pince qu'on appelle souvent les pinces à mort de rat ou bien les pinces crocodile. Et on met la pince et puis on attrape et on enlève. Donc, c'est très rapide. Ensuite, les aimants. Donc, le problème des aimants, c'est lorsqu'ils sont multiples. Un aimant seul, bon, c'est pas très dangereux, sauf s'il est hyper gros. Mais s'il n'est pas très gros, on va pas faire grand-chose. Le problème, c'est quand ils sont des aimants multiples. Ici, on a deux aimants, mais qui sont ils sont tellement liés qu'ils ne se séparent pas. Donc, ils ont quitté la région de l'estomac pour se retrouver presque au niveau du sigmoïde en 12 heures. Donc, ils sont restés collés. Donc, ça, c'est des bons amis. Par contre, si l'un se décroche, là aussi, voici quatre qui sont restés collés. Si l'un se décroche et qu'il se sépare de l'autre, là, ça crée un problème. Donc, ça, c'est l'exemple d'un enfant
qui avait 3 ans, qui a ingéré 15 aimants. Et c'est les genres d'aimants comme des terres rares que les gens utilisent pour faire des bracelets, juste pour parfois faire des constructions ludiques. 240 cm de grêle nécrosée et puis 80 cm de grêle sain restant. Donc, alors que c'était à la maison, comme ça, donc c'est une des choses qu'il faut vraiment bannir dans les maisons. Et je pensais que j'avais l'image ici, bon, je ne l'ai plus, mais on voit bien la différence entre le grêle sain et le grêle nécrosé. Ensuite, on a un florilège d'objets comme les pailles, les métalliques, vous savez, les pailles pour boire les boissons, là, les petits morceaux de cuillère en plastique, les bouchons de canettes, euh, les dents, une dent qui a été avalée, ressorts, euh, euh, des jetons de supermarché, les jetons de caddie, du bois, de la roche. En fait, on a vraiment un florilège un peu de tout. Donc ça, on a vu déjà ce cas. Ici, ça, c'était, je ne sais pas si vous saurez reconnaître, c'est en plus, on est dans la période de la galette au roi, la galette des rois. C'est les fèves. Vous savez, les fèves qu'on met dans la galette des rois, là. Donc, c'est ça qu'il a mangé. Donc, voilà. Alors, donc, traitement et prévention. Donc, première chose, c'est ne jamais faire vomir. Ça, c'est première chose. Ne jamais faire vomir un enfant qui a ingéré un objet, que ce soit solide ou liquide. Parce que le vomissement, en cas d'objet liquide, mettons comme l'eau de Javel, il va faire un deuxième passage de l'objet qui va encore brûler de nouveau l'œsophage. Si c'est un objet solide, le vomissement, en voulant le faire vomir, vous aurez la malchance, ça passe dans la trachée. Et là, vous êtes très mal pris, l'enfant peut faire un arrêt respiratoire. Donc, ne jamais faire vomir, ne jamais donner des choses comme du yaourt, du dentifrice, l'huile de palme. J'ai déjà entendu plein de choses sur les médias sociaux que les gens donnent souvent, donc il faut éviter tout ça. Et puis, appeler les services de la ligne d'urgence pour voir comment vous rendre à l'hôpital le plus proche. Donc, malheureusement, ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a des lignes d'urgence. Je ne sais pas, en commentaire, on va faire un petit test. Est-ce que dans vos pays, il y a une ligne d'urgence? Écrivez chacun en commentaire, comme ça nous donne un peu une idée. Et au Canada, il y a une ligne d'urgence. Si quelqu'un connaît le numéro, il peut l'écrire aussi en commentaire. Donc, ce n'est pas dans tous les pays que on a des lignes d'urgence. Donc, on a ici au Canada la ligne d'urgence. On a aussi Info Santé. On a le centre antipoison aussi. Donc, c'est autant de ressources. Alors, je regarde dans les commentaires. Oui, au Sénégal, il y a une ligne d'urgence. Est-ce qu'il faut donner l'huile d'olive? Non, ne pas donner aucune huile palme, olive, tout ça. En Belgique, oui, vous avez la ligne d'urgence. Euh, 911, c'est quel pays? Au Sénégal, ça ne couvre pas tout le territoire. Au Maroc, vous avez une ligne d'urgence. À Haïti, il n'y a pas de ligne d'urgence. Et les autres pays, est-ce que vous en avez dans vos pays? Hum. Donc au Canada, 911, ok, parfait. Donc Info Santé, donc c'est la deuxième ligne. Et puis le centre antipoison pour les produits, quand on suspecte la gestion de produits caustiques aussi. Donc, le mot-clé, c'est la rapidité de l'intervention. Parce que plus on est rapide, moins les dégâts sont présents et moins il y a des risques de complications. Donc, il y a des algorithmes qui ont été faits pour la prise en charge des séquelles étrangers. Donc, je vous mettrai les références sur le site NutriPortail. Vous aurez les liens avec les références. Et par exemple, la Société européenne de gastroentérologie pédiatrique a mis à jour son algorithme en juillet 2021. Et il y a plusieurs pour chaque type de corps étranger. Par exemple, pour les batteries et les piles-boutons, vous avez ici la démarche. Si on est moins de 12 heures versus si on est plus de 12 heures, si on est dans l'œsophage ou si on est au-delà de l'œsophage, etc. Donc ça, c'est un document qui est très précieux à consulter. Donc, si je reviens sur la question du miel dont on parlait, si l'enfant a moins de 12 mois,
Si l'enfant a plus de 12 mois, si l'enfant a moins de 12 mois, vous ne donnez pas de miel parce qu'il y a un risque de botulisme. Si l'enfant a plus de 12 mois et que l'heure d'ingestion est connue et date de moins de 12 heures, on peut lui donner du miel, 10 millilitres, 2 cuillères à thé toutes les 10 minutes, maximum 6 doses. Donc, ça, en allant à l'hôpital, j'insiste sur en allant à l'hôpital parce qu'il ne faut pas rester à la maison, lui donner pour ensuite perdre du temps. Donc, ça veut dire que c'est aussi quelque chose d'avoir dans vos maisons, une petite bouteille de miel au cas où. Donc, le miel, en général, ça se périme pas trop. À part le miel, ne donnez rien d'autre. Pas de sirop d'érable, pas de jus d'orange, pas de jus de pomme, pas de Gatorade, rien, rien, rien. Et si c'est plus de 12 heures, ne donnez rien. Donc, à l'arrivée à l'hôpital, très important, tout corps étranger doit avoir une prise au moins deux axes, antéro-postérieur et latéral, pour permettre de situer la position du corps étranger par rapport aux organes avoisinants. Donc, si on suspecte que le corps étranger est très haut, on va faire le cou, l'œsophage et puis l'abdomen au complet si on pense que c'est au-delà. Donc, les patients qui ont ingéré des piles, on peut aussi donner du sucralfate. Et donc, ça, c'est à l'hôpital que ça doit être administré. Donc, mais là aussi, c'est uniquement si c'est moins de 12 heures. Donc, pour les autres corps étrangers, donc j'ai parlé de la longueur, les aimants. Les aimants, il faut aller chercher, même si c'est dans l'estomac, parce que plus loin, ça peut se désagréger. Donc, tout ce qui est très long, on peut aller chercher si c'est dans l'estomac. Si c'est déjà passé, souvent, on va hospitaliser les enfants pour être sûr que s'il y a une perforation, ils soient déjà dans les murs de l'hôpital. Donc la prévention, c'est vraiment la clé parce que plus on va sensibiliser les parents, ça peut être parfois pas forcément les parents, mais la gardienne, la grand-mère, la personne qui est avec l'enfant. Donc plus on va sensibiliser tout le monde, moins de cas de gestion on va voir apparaître. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Donc cette vidéo, vous avez certainement vu déjà passer, qui montre une expérimentation que j'avais faite sur une tranche de jambon et on voit qu'en 2 heures, on a déjà des... Oups là, est-ce que ça roule? Ouais, on a déjà des perforations qui se font, des signes de brûlure qui se font. Et puis au bout de 3 heures ou 4 heures, je pense qu'il y avait déjà une perforation. Donc c'est quelque chose qui explique aussi que bon, le tissu humain est fragile. Donc cette pile qui va rester longtemps va pouvoir donner des perforations. Donc vigilance et prudence. Question de Mama. Que pensez-vous du fait de donner du coton imbibé de pommade ophtalmique après ingestion d'un corps étranger tranchant? C'est quelque chose que j'ai entendu parler, mais c'est dangereux parce que le coton est une matière qui n'est pas digérable par les enzymes digestives. Donc, on peut se retrouver avec un bézoard et ça donne une occlusion. Donc, ce n'est pas une pratique à recommander. Vraiment, idéalement, il faut mieux aller chercher. Et si c'est dans l'estomac, on est chanceux, on l'enlève. Si c'est déjà au-delà de l'estomac, on croise les doigts, on l'hospitalise et on surveille. Parce que le coton, on peut créer un bézoard et une occlusion. Question, est-ce que le miel est recommandé dans tous les cas d'ingestion de corps étrangers en période immédiate? C'est spécifique pour les piles-boutons à cause de la nature du mécanisme d'action. Mais les autres corps étrangers n'ont pas forcément d'intérêt. Donc, c'est pour ça. Comment mesurer la longueur des corps étrangers? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure sur une radiographie qu'on se réfère souvent à des curseurs qui sont présents sur la radiographie. Donc, sur une radiographie à droite, il y a une petite échelle. Parfois, on ne porte pas attention, mais cette échelle permet ensuite de comparer avec l'échelle. Et si on a un système de radiographie numérique, lorsqu'on sélectionne un point A et un point B, ça calcule la longueur. Mais si on a une radiographie où c'est imprimé, il y a une échelle souvent sur le côté avec des graduations. Voilà, ici. Alors,
combien selon vous et quelle est la nature de ces objets maintenant que vous avez vu euh, comment ça se passe? Combien d'objets et quelle est la nature? Alors, est-ce que c'est des aimants? Qui est d'accord avec Xavier? Est-ce que c'est des aimants? Regardez bien la nature avec ce que je vous ai donné tout à l'heure comme indice, le fameux double contour. Est-ce que vous restez sur l'hypothèse aimant? Hmm. Alors, donc, ça va être plutôt des piles, effectivement. Donc, selon la projection, celui-ci, par exemple, il y avait une face un peu plus arrondie et une face plate. Donc, ce gamin s'est enfilé 12 piles dans une boîte toute neuve et tranquillement, l'air de rien. Alors, c'était un florilège lorsqu'on est allé pour enlever ça. Certains, on ne pouvait plus aller parce que c'était déjà passé loin, mais on a pu enlever ce qu'on a pu. Bon, mais donc, méfiance. Alors ici, je vous ai mis la réponse à côté parce que ça aurait été difficile pour vous de deviner. Ça, c'est un corps étranger alimentaire, un enfant qui a pris un morceau de viande sans faire attention et l'a dégluti. On ne peut pas dire qu'il a vraiment mâché, hein, parce que s'il avait mâché, il aurait senti que l'os, ça c'est l'os ici, ça c'est l'os. Donc il aurait senti que ça, cet os-là, ça aurait fait quelque chose sur ses dents. Donc, là aussi, prudence lorsque on mange parce que parfois ça peut être des arêtes de poisson, parfois ça peut être des os et on retrouve régulièrement des enfants avec des aliments coincés. Donc ça, c'était pour les corps étrangers ingérés. Donc certains de ces corps étrangers, comme je disais, sortent spontanément, d'autres ont besoin d'être cherchés et quelquefois en chirurgie. Donc c'est pas rare qu'on aille en chirurgie. Maintenant, on va parler des voies vaginales, urétrales et rectales qui sont quand même pas rares et on a des orifices pour lesquels les objets peuvent être insérés. Donc, si on regarde par exemple la voie vaginale, donc ce travail assez récent, publié l'année passée, donc Vaginal Foreign Body in the Pediatric Patient. Donc, c'est une revue systématique qui a repris plus de 500 cas, donc 522 cas de patients qui avaient des âges de 6 mois à 16 ans et qui ont été vus pour des objets donc au niveau vaginal. Donc ici, on a des symptômes, c'était soit des saignements, soit des pertes vaginales, donc des écoulements. Donc comme on va voir sur cette diapo ici, les âges sont quand même pas, c'est autour de 5 6 ans. Donc c'est des âges de la petite enfance, mais il y a aussi des 7 8 9 et puis des très grands aussi. Les plus jeunes, là, ça devient un peu plus préoccupant, mais il y en a quand même un certain nombre. 7 enfants de 1 an, 5 enfants de 2 ans. Donc, alors dans les causes, dans les délais, pardon. Dans les délais, on voit que la plupart du temps, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, l'enfant arrive avec les objets et tout. Et donc, quelques cas, on a des notions. Celui-là, plus de 12 mois, je ne sais pas comment il a fait pour se rappeler que c'était 12 mois, parce que si tu attends pas 12 mois. Là aussi, 1 à 12 mois, c'est vraiment étrange. Donc, il y a souvent le fait que c'est les enfants eux-mêmes qui se mettent des objets, mais parfois, il y a aussi la question de sévices sexuels qui peut se voir. Et l'examen clé lorsqu'on suspecte, c'est l'échographie. La radiographie peut aider aussi. C'est très rare de faire une vaginographie. Donc, c'est comme une radiographie avec produit de contraste. Le scanner et l'IRM, comme vous voyez, donc, parfois sont réalisés aussi. Donc, quelque chose à penser dès que vous avez un enfant ou une adolescent qui a des écoulements, pensez à ces objets. Il y a eu des cas, par exemple, d'oubli pendant longtemps de tampons dans le vagin pendant des semaines et des mois. Donc, et puis après, ça se retrouve dedans et ça fait toute une macération.
Les corps étrangers respiratoires. Donc, vous êtes à table, c'est le moment de repas, il y a un enfant qui traîne autour, qui prend une cacahuète, une amande, puis tout d'un coup, vous l'entendez tousser. C'est le syndrome de pénétration, très classique. Et ça peut donner des choses qui sont très, très dramatiques parce que ça peut obstruer, si c'est les bronches, si c'est les petites bronches, mettons que ta cacahuète est ici ou même plus loin dans les arborescences, parce que souvenez-vous, hein, quand on a l'arbre respiratoire, après ça se redivise, ensuite celui-ci va se rediviser ici, ensuite celui-ci va se rediviser ici. Donc si ta cacahuète, t'es chanceux, ça se coince très loin, on va avoir uniquement cette partie du poumon qui est abîmée. Mais si ça se coince ici, on va avoir tout le poumon qui est abîmé. Et si ça se coince ici, là, c'est grave, c'est l'arrêt respiratoire complet. Donc, c'est important vraiment de penser à ce risque-là. Et ici, je vous ai mis un cas qui a été dramatique, un noyau de date chez un enfant de 4 ans. Donc, vous voyez ici, le poumon est complètement une pneumonie majeure. Et on voit ici la bête. Donc, les jeunes enfants, évitez de leur donner des choses comme ça. Donc, les voies principales, c'est la branche droite à cause de l'anatomie. Parce que anatomiquement, c'est plus facile pour le corps étranger d'aller à droite, c'est comme une autoroute, alors qu'à gauche, c'est un peu plus difficile. Il faut que je branche mon ordi parce que je vais bientôt être à court de batterie. Voilà, parfait. Donc, voilà. Donc, symptômes aigus, tout, gêne respiratoire, étouffement, syndrome de pénétration. Je pense que je vous ai mis ça ici. Hop là, c'est où? Je ne sais plus où j'ai mis. Symptômes chroniques, donc infection pulmonaire chronique, des sifflements chroniques. Et puis, dans le nez, parfois les enfants vont mettre un objet dans le nez. Il y a la voix nasonnée, un enfant qui se met à parler avec le nez, ou bien qui a des écoulements de nez qui sentent mauvais ou des écoulements sanglants. Donc, toujours un enfant qui fait des épistaxis, des saignements de nez, c'est des choses à penser, à regarder si on voit un objet. Euh, alors, question de Rayana. Est-ce que les enfants qui avalent toutes les piles ont survécu? L'année dernière, en 2020, il y a eu 2 décès ou 4 décès aux États-Unis. Mais quand même, le risque de décès n'est pas nul. Sur TikTok, il y a une maman, si vous regardez, il y a une maman, elle a encore beaucoup de chagrin pour son enfant de 19 mois, je pense, qui était décédé. Une histoire horrible parce qu'il allait tout bien et puis il a ingéré la pile et puis malheureusement, c'était fatal. Donc, c'est pas à prendre à la légère, effectivement. Donc, si on revient sur les corps étrangers respiratoires, donc l'auscultation peut donner une asymétrie. Et puis, on va commencer par une radiographie, scanner, bronchoscopie. Et puis, l'extraction, après, on peut donner des antibiotiques, des corticostéroïdes, etc. Donc, ça peut vraiment être grave, les problèmes respiratoires, d'où l'importance en matière respiratoire, éviter les petits aliments, les petits objets à portée des enfants, pas des jouets qui est de petite taille chez un jeune enfant. On dit souvent la taille du rouleau de papier toilette. Donc, si un objet passe à l'intérieur, il ne faut pas donner à l'enfant, ça veut dire que c'est trop petit. Couper les aliments en longitudinal plutôt que transversal, par exemple les raisins, plutôt que de faire des rondelles de raisins ou bien des rondelles de saucisses, on va plutôt faire des tranches longitudinales. Et puis la technique de manœuvre de premier secours en cas d'ingestion selon l'enfant. Donc il y a des manœuvres que je vais vous partager aussi en vidéo parce que c'est beaucoup plus important de le voir en vidéo sur un mannequin. Donc, ça varie selon l'âge de l'enfant. Donc, les manœuvres qu'on appelle tapotement dans le dos ou bien manœuvre de Heimlich. Donc, c'est important de les connaître aussi. Maintenant, on va parler de PICA. Avant de terminer, on a encore 2 chapitres. Il y a les PICA et puis les objets insérés dans le rectum aussi. Donc, les PICA, c'est quelque chose qui peut se voir à tout âge. Donc, en matière de PICA, d'ailleurs, vous savez que il y a plusieurs catégories. On va faire un petit exercice. Donc, je vais vous demander d'être assez rapide dans les réponses.
Comment est-ce qu'on appelle l'ingestion de terre, d'argile ou de sable? Ça termine par phagie. Donc, pour chaque de ces terminologies, ça sera quelque chose phagie. Donc, pour les cheveux, ça s'appelle trichophagie. Pour les terres argilo-sable, ça s'appelle coaphagie. Est-ce que vous connaissez? Ensuite, pour amidon, farine de cru, amidon de maïs, comment on appelle ça? Donc, je les mets la flèche. Si ça vous vient en tête, vous le dites. Donc, pour le premier, il y a Dali qui a dit géophagie. Ensuite, pour l'amidon, c'est quoi? Ensuite, pour la glace, glace et neige, les gens qui aiment manger la glace. Il y a même des gens qui raclent le frigo pour aller chercher la glace. C'est impressionnant. Quand on a ces phagies, là, ces piquants, c'est comme une dépendance. On veut aller prendre la glace, mettre à la bouche, manger, croquer les morceaux de glace. Pour les cheveux, donc j'en ai parlé, trichophagie. Pour les cailloux, graviers ou pierres, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, je vais vous donner les réponses. Donc, ici, donc pour la terre, c'est géophagie, bravo. Pour l'amidon, amylophagie. Pour la glace, pagophagie, pagophagie. Et pour les cailloux, graviers, des pierres, lithophagie. Donc, vous aurez souvent lithophagie. Et c'est un bon moyen mnémotechnique pour vous rappeler de ce qu'on appelle la lithotripsie. Lithotripsie, vous le verrez par exemple chez les gens qui ont des pierres au rein, qu'on va faire une technique pour fragmenter les pierres. Donc, lithotripsie. Donc, ça a trait aux pierres, litho. Donc, litho, les pierres. Donc, ça, c'est la première. Et puis, la suite ici, pour l'ingestion des matières fécales, comment est-ce qu'on appelle ça? Pour le papier, le carton, le bois, comment est-ce qu'on appelle ça? Pour les objets métalliques, comment est-ce qu'on appelle ça? Et pour les objets en verre, à vous de jouer. C'est quoi le nom pour chacun de ces quatre? Je regarde s'il y a des... Alors, je vais vous donner les réponses. Donc, pour le caca, c'est coprophagie. Pour le papier, c'est xylophagie. Pour le métal, métallophagie. Et pour le verre, hyalophagie. Donc, ça, c'est pour ça. Et puis la dernière, ah, j'ai oublié de mettre en apparition, mais ça aurait été difficile aussi. Donc, les substances brûlées comme les cigarettes ou les cendres, côté cotopyrophagie, ingestion de poussière, coniophagie, les objets pointus comme les aiguilles, acuphagie, tout ce qui est tranchant. Et puis le plomb, plombophagie, donc tout ce qui est peinture, plomb, etc. Donc, le terme pica vient du latin pif pour un oiseau connu pour son comportement alimentaire indiscriminé. Donc, c'est un trouble assez ancien. Vous connaissez sûrement des gens qui aiment manger le kaolin, l'argile, tout ça, avec les complications et les conséquences que ça a, notamment sur le problème d'anémie. Donc, c'est un risque important. Il y a des gens qui se sont fait traiter pendant des mois avec des perfusions de fer. Et c'est en discutant avec eux qu'on se rend compte qu'ils avaient un comportement de pica. Et en arrêtant le pica, on se rend compte que finalement, les choses se règlent. Donc ici, je vous ai résumé un peu ce dont on vient de voir et c'est très variable d'une population à l'autre. Il y a certaines PICA comme la coprophagie qui sont vraiment d'ordre psychiatrique, mais la plupart de ces PICA qu'on observe sont liés à deux catégories de figures. Hop là, ici, voilà. Les deux populations en risque, c'est les enfants et adolescents avec retard de développement. Donc, l'enfant dont je vous parlais qui arrivait dans notre hôpital pour 15 endoscopies depuis au moins 6 mois ou 9 mois, a un trouble de santé mentale. On a plusieurs patients autistes qui ont des PICA qui viennent souvent avec différents objets, parfois qu'on va retrouver radiologiquement, parfois par radio visible. Donc, ça, c'est une des catégories. Parfois, il y a les enfants qui ont des carences nutritionnelles, à savoir que les carences en fer ou en zinc peuvent entraîner aussi une envie de pica. Il y a les femmes enceintes avec les changements hormonaux, donc les carences nutritionnelles. Ces PICA peuvent être comment on dit, les envies des femmes enceintes, c'est très important. Et ça fait partie d'un
un environnement multiplexe parce que les facteurs personnels à l'enfant peuvent être aussi associés aux facteurs familiaux, l'influence culturelle aussi. Par exemple, le kaolin, il y a des pays où on considère normal de manger le kaolin, mais chez certaines personnes, ça crée une dépendance sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et les carences en nutriments dont je parlais là, par exemple, la carence la plus élevée chez l'enfant à l'échelle mondiale, c'est la carence en fer, où ça atteint dans certains pays jusqu'à 40% des enfants. Les comportements des piqûres persistants peuvent être aussi tellement chroniques que ça devient difficile pour la prise en charge. Donc, ça fait partie d'un critère diagnostique qui est bien connu, bien défini. Et puis, pour les symptômes, souvent, ils vont être asymptomatiques. Et c'est les voisins, les proches, la famille qui vont s'en rendre compte. Il y a des maisons, parfois, tu vas voir, tu arrives, tu vois que la peinture est toute abîmée. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On te dit, non, c'est l'enfant qui mange tout le temps la peinture. Et c'est un risque élevé de saturnisme, par exemple, hein, l'empoisonnement au plomb. Donc, parfois, on va avoir un enfant qui a des maux de ventre ou bien qui se présente pour une occlusion et on retrouve des aliments des substances dans les radiographies et ça fait des bézoars. Donc, il y a vraiment des risques de complications importants. Donc, le point crucial, c'est que identifier la cause est importante, corriger les carences nutritionnelles si présentes sont importantes. Et puis, ça passe beaucoup par les thérapies, modification du comportement, renforcement positif, mais c'est quelque chose qui est vraiment très long et très difficile parfois à traiter. Donc, par exemple, pour la glace, il y a des adultes, même lorsqu'ils ont conscience de ça, c'est très difficile. Il y a d'autres personnes, c'est respirer l'odeur de l'essence ou bien ces types de comportements, c'est très difficile. Donc, on essaye de faire le dépistage précoce en interrogeant les patients. Surtout un enfant qui vient avec une anémie, on va penser à ça dans le questionnaire parce que ça fait partie des choses qu'on regarde. Puis l'environnement, c'est sûr qu'il y a certains types de revêtements pour les maisons qu'on peut utiliser pour éviter que l'enfant consomme la peinture. Et puis après, la formation, l'éducation des parents. Mais c'est très complexe parce que on peut pas éviter absolument. Celle dont je parlais là, c'est la première fois qu'elle avait une brosse à dents, mais avant, c'était des petits objets. Donc, à un moment donné, un pic à A peut passer à un pic à B, et puis tu te retrouves à aller chercher différents objets. Maintenant, on va parler des corps étrangers rectaux qui sont aussi quelque chose de très fréquent qui occupe les médecins. Donc, on a plusieurs raisons. Donc, première raison qu'on pense toujours à chaque fois, c'est à des fins érotiques comme les bouteilles, les vibrateurs, les aubergines, les piles. Mais il y a aussi des accidents qui peuvent arriver pour des objets à des fins diagnostiques comme les thermomètres, les cathéters d'irrigation. Si tu fais pas attention en prenant le thermomètre, tu peux avoir un appel d'air et ton thermomètre est aspiré, donc il faut être très vigilant. Il y a aussi des objets qui sont ingérés, mettons par la bouche, qui traversent pour aller se retrouver coincés. On va voir tout à l'heure un trousseau de clés qui a fait tout le chemin pour se retrouver dans le rectum. Il y a toute la question des violences, d'abus sexuels qui est présent, que ce soit chez les enfants ou les adultes. Et puis, très rarement, mais ça peut arriver des objets qui passent à travers les fistules, passant par les organes adjacents. Question, selon vous, qu'est-ce que ça peut bien être? On a l'impression qu'on voit des yeux, une bouche. Donc, ce cas a été publié dans un journal scientifique et on est vraiment dans le système digestif. Donc, ne me dites pas que c'est un globe vésical. Donc, je vous donne déjà des orientations. Qu'est-ce que ça peut bien être comme objet? Donc, ici, déjà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la trace du vêtement. Donc, je sais pas, c'est pas dans le corps. Donc, qu'est-ce que ça peut bien être ici? Tout ça. Oups, là. J'arrive pas à faire un cercle correct. Une poupée? Non, c'est pas une poupée. Premièrement, c'est pas métallique. Parce que si c'était métallique, on serait plus blanc que l'os.
Ouais, Mama Guess a dit une balle. Oui, c'est dans le registre de balles. Donc, c'est ça. Une grosse balle énorme comme ça. Donc, c'est vraiment énorme. Question, qu'est-ce que ça peut être? C'est difficile, hein? Donc, c'est aussi un objet qui a été inséré dans le rectum, mais c'est difficile de trouver. Et effectivement, c'était une orange. Donc, on voit bien ici l'orange. Donc, là, c'est évident. Donc, une bouteille, comme vous le voyez. Donc, le risque de ces objets, c'est que effectivement, le verre peut se briser et puis après donner des lésions. Ici, ça, c'est dramatique. C'est le cas d'un patient qui s'est inséré un, comment on appelle ça? On dirait un marteau, oui, oui, un marteau pioche. Donc, on voit ici les extrémités. Donc, c'est vraiment intense. Donc, il y a eu des lésions qui étaient présentes lorsque les médecins ont retiré l'objet. Et puis, je pense que, voilà, c'est le cas d'un trousseau de clés qui cherchait un enfant qu'on avait eu. Et puis, le trousseau de clés avait traversé pour se retrouver complètement dans le rectum. Donc, les parents cherchaient leurs clés, ils ne trouvaient pas. Et puis, à un moment donné, l'enfant avait des symptômes. Et puis, est-ce que l'anémie, c'est uniquement dans la géophagie? Non, ça peut être aussi dans les autres phagies, mais c'est beaucoup plus fréquent dans la géophagie. Mais même la pagophagie peut être en lien avec l'anémie. Donc, pour terminer cet atelier, c'est important de bien comprendre que c'est fréquent. Donc, si on se met sous l'angle médical, on en voit tellement. Mais si on se met sous l'angle de la société, c'est important de penser à la prévention, surtout les personnes qui sont en garde, soit d'enfants, soit d'enfants et adultes avec des problèmes de santé mentale, soit des adultes qui ont des comportements vicieux et penser à leur dire que par exemple, pour ce qui est le rectum, ne mettez pas des objets dans le rectum parce qu'il y a un risque d'avaler et pas par un mécanisme réflexe. Donc, la stratégie majeure, c'est la prévention, c'est ça qui est essentiel. Donc voilà, on a terminé l'atelier. Je vais, pour ceux qui ne sont pas déjà au courant, qu'il y a cet atelier dimanche prochain. Donc, n'oubliez pas, j'espère que tout le monde à présent reçu la connexion parce qu'il y a des gens qui ont écrit qui n'ont pas réussi à se connecter, mais normalement, tous ceux qui sont dans la salle ont pu se connecter, donc je ne comprends pas pourquoi le lien ne marche pas chez certains. Questions. Maintenant, on va passer aux questions. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Arrêtez ici. C'est ouf, c'est ici. Stop sharing. Stop sharing. Voilà. Parfait. Donc, question. Est-ce que c'est consommer la glace qui fait l'anémie? Pour la glace, c'est plutôt l'anémie qui entraîne ces picas, qui entraîne ces envies de consommer. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Yala na combo. Question. Par contre, pour l'argile, le kaolin, c'est vraiment la prise de kaolin va entraîner aussi une chélation un peu du fer dans l'intestin et ça va faire une mauvaise absorption. Et l'anémie va entraîner encore l'envie d'en manger et c'est comme un cercle vicieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde dans la boîte de chat. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour les objets liquides? Premièrement, ne pas faire vomir. Deuxièmement, regarder le pH. Si l'objet est acide, il faut aller voir les dégâts rapidement parce que les objets acides donnent des lésions plus rapides. Les objets alcalins, il ne faut pas aller rapidement parce que souvent, ça prend du temps à pénétrer. Donc, 12 à 24 heures, c'est une bonne fenêtre pour faire l'endoscopie. Mais surtout, ne pas faire vomir. Parfait.
Autisme et gestion de corps étranger, est-ce un PICA ou un terme médical? Oui, on appelle ça PICA et ça fait partie de ce dont je parlais, que c'est les troubles neurologiques qui entraînent un comportement de PICA. Donc, ça fait partie de ces situations où c'est plus difficile de faire le travail psychologique pour permettre d'éviter de changer les comportements. Donc, il y a toujours un côté psychiatrique. C'est pour ça d'ailleurs que dans le PICA, le travail idéal, c'est vraiment un travail psychologique ou psychiatrique pour permettre la prise en charge. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde dans la boîte de chat. On va terminer la rencontre. Donc, je remercie tout le monde pour votre participation. En cas d'ingestion de caustique, combien de temps doit durer le repos digestif? Ça dépend de la classification des Apgar. Si le caustique n'a pas donné une brûlure sévère, on peut alimenter le patient très rapidement. Donc, je vous ferai parvenir le document de la classification des Apgar avec les stades de lésions. Donc, si les lésions sont très sévères, ce qu'on fait, on met un tube nasogastrique pour permettre d'alimenter l'enfant dans l'estomac s'il n'y a pas de lésions. Et s'il y a des lésions dans l'estomac, on met un tube naso-gastro-duodénal pour permettre toujours essayer d'alimenter les patients parce que le jeûne n'est pas bon pour la cicatrisation. Et si on peut utiliser le système digestif en allant le plus loin possible, soit une nutrition gastrique, soit une nutrition duodénale ou jejunale, c'est mieux que le repos digestif. Parce que la parentérale, c'est une possibilité, mais qui est réservée vraiment à des situations un peu où le tube digestif, soit parce qu'il y a des vomissements importants, soit parce qu'il y a une table d'occlusion. Et à ce moment-là, on met les cathéters centrales. On fera un atelier sur la nutrition entérale et sur la nutrition parentérale. Comme ça, on pourra voir quels sont les grands principes de la nutrition entérale et la nutrition parentérale. Mais même dans les cas de pancréatite où les patients vomissent, si on peut mettre une nutrition entérale, c'est toujours mieux. Question? Parfait. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à tous. Et puis, je vais travailler sur le formulaire pour le certificat de participation que vous pourrez cliquer sur le formulaire. Et ceux qui n'ont pas pu être présents pour des raisons techniques vont avoir le replay dès que j'aurai le temps de faire le montage pour mettre en ligne sur YouTube. Vous allez pouvoir avoir le replay. Donc, ça me fait plaisir de partager. J'espère que vous allez aussi partager dans vos groupes pour ceux qui n'ont pas pu être présents le lien du replay. Bonne soirée à tous et puis je vais juste arrêter l'enregistrement et puis Merci, vous serez professeur. dans. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée, Merci. merci. Bye bye, à bientôt. Merci. Et je rappelle,